Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Enguerrand Hochet, préparateur physique au sein de la cellule Dimension Physique de l'INSEP. On a évidemment parlé de réathlétisation, de réduction du risque de blessure, mais pas que. Quel est son parcours personnel et surtout, que fait-il pour continuer à progresser? Bonne écoute. Salut Enguerrand, t'as la forme ou quoi? Ça va et toi, Rudy? Eh ben écoute, ça va bien. Je suis aujourd'hui ici avec toi pour découvrir tous les secrets du pôle réathlétisation de l'INSEP. Ouais. Donc déjà, le terme réathlétisation, aujourd'hui c'est plus nouveau, mais c'est quand même assez récent. Est-ce que tu saurais me dire c'est quoi la réathlétisation? Déjà, pour la petite correction, maintenant la cellule de l'INSEP, c'est plus une cellule de réathlétisation, c'est une cellule sur la dimension physique qui regroupe et la réathlétisation, et la préparation physique, et le profilage, et la prévention des blessures. Aujourd'hui, on a une cellule qui accompagne sur ces 4 dominantes, qui était avant cellule de réathlétisation il y a quelques années, et maintenant on s'est diversifié dans l'accompagnement auprès des athlètes. Et du coup, pour revenir sur la réathlétisation, eh bien, en fait, nous, notre mission sur cette partie-là, c'est d'accompagner les athlètes, soit des athlètes qui sont blessés, donc on accompagne entre guillemets sur la reprise de blessures après leur passage au niveau médical avec les kinés, les médecins. Soit on accompagne les athlètes aussi sur tout ce qui est parallèle à leur blessure. Donc, pour donner un exemple, si un athlète arrive avec un genou immobilisé pour un croisé, et ben nous on va s'occuper de tout son accompagnement autour de son genou pour éviter qu'il perde ses qualités physiques au maximum. Donc ça veut dire que les kinés, le service médical va s'occuper de son genou et nous on va s'occuper de toute la partie physique autour pour éviter qu'il perde un maximum de qualité physique. Et sinon on va travailler justement quand on a l'aval du médical, travailler en corrélation avec les kinés pour justement accompagner l'athlète à passer du kiné en réathlétisation et faire le sas de transition avant la reprise de l'entraînement spécifique en pôle. Ça fait combien de temps que c'est devenu le pôle dimension physique? Officiellement, au niveau du nom, ça fait 1 an et quelques. Mais en fait, ça fait déjà depuis le début qu'on fait de la préparation physique, en plus de la réathlétisation. Sauf qu'en fait, comme on était plutôt pas trop mal dans l'accompagnement des athlètes sur la réathlétisation, on a eu de plus en plus de demandes sur la préparation physique et l'accompagnement des athlètes sur la préparation physique. Tu disais qu'aujourd'hui, donc c'est dimension physique, tu parlais de profilage. Qu'est-ce que tu profiles, qu'est-ce que tu testes exactement? Bah aujourd'hui, avec mes coéquipiers qui travaillent avec moi au quotidien, on a monté à l'initiative de Anne-Laure Morini, qui travaille avec moi, qui est la créatrice entre guillemets de la cellule de réathlétisation et maintenant de dimension physique, une batterie de tests qui nous permet d'avoir une fiche de l'athlète sur différentes qualités physiques. Donc il y a plusieurs tests, des tests posturaux, des tests physio avec les watt bags, des tests sur plateforme de force, qui nous permet d'avoir une visualisation de l'athlète dans son ensemble et de pouvoir derrière apporter des corrections s'il y a des déficits et de pouvoir rééquilibrer l'athlète si on voit des choses à travers ces différents tests. Ces tests, ils sont reproduisibles. Ça veut dire que au cours d'une carrière, notre but, nous, avec ces tests-là, c'est de retester l'athlète plusieurs fois. C'est-à-dire que si c'est un athlète qui a été testé en arrivant à l'INSEP et qui se blesse, notre but, c'est à son retour de blessure, de le rendre à minima dans les valeurs qu'on a testées la première fois quand il n'était pas blessé. Ça, c'est une des premières missions du profilage. Et du coup, après, dans les secondes missions, c'est d'apporter en fait une fiche technique de l'athlète, de le transmettre aux entraîneurs et aux préparateurs physiques qui sont responsables de l'athlète si c'est pas nous. Et comme ça leur donne des valeurs pour mettre en place des choses en interne dans les pôles pour pouvoir rééquilibrer l'athlète si besoin et lui apporter des choses supplémentaires. Et est-ce que là-dedans, il y a aussi ce qui est très à la mode, mais qui devrait pas être à la mode, qui doit être normal, des tests un peu de mobilité, de capacité de mouvement? Ouais, exactement. Nous, on a intégré des tests de mobilité dans notre matrice test, notamment mobilité de cheville, mobilité au niveau des épaules, rotateur interne, rotateur externe, dans les 3 positions R1, R2, R3. Et aussi, en parallèle à l'INSEP, il y a des tests qui sont faits aussi par les kinés. Donc en fait, il y a une batterie de tests qui est faite par les kinés, dont de la mobilité. Nous, on a notre batterie de tests axée plutôt sur du terrain, avec les tests que je te disais tout à l'heure. Et en fait, c'est 2 batteries de testing à la fois médicales et à la fois sur la réathlétisation, sur la préparation physique, nous permettent d'avoir une fiche vraiment à 360 de l'athlète. Pareil, il y a très très longtemps,
Je me souviens que les tests, entre guillemets, anti-blessure, c'était surtout des tests isocinétiques. T'en as pas parlé. Non. Est-ce que vous en faites ou est-ce que c'est complètement passé de mode? Je dirais pas que c'est passé de mode. Nous, on n'en fait pas du tout sur la cellule. Les kinés en font au niveau médical. C'est toujours des valeurs qui sont bonnes à prendre parce que ça permet d'avoir des valeurs sur de la machine en plus de ce qu'on fait ici. Mais il y a aussi beaucoup de contraintes avec les isocinétiques, notamment si on prend les isocinétiques par exemple pour un genou, bah ça crée beaucoup de contraintes au niveau du genou suivant les angulations, suivant les niveaux de vitesse. Et du coup, on prend plus ça vraiment comme test prioritaire et on ajoute d'autres tests aujourd'hui. On travaille avec des plateformes de force sur différents tests qui nous permettent d'avoir d'autres valeurs plus complètes en allant plus loin sur différentes valeurs. Si on prend le test sur un auto jump, etc. Est-ce que tu remarques des déficits communs qu'auraient pratiquement tous les athlètes? Je dirais pas tous les athlètes, mais par discipline, on voit des déficits. Pour te donner un exemple, par exemple, l'escrimeur, qui a une discipline qui est dissociée entre la jambe avant et la jambe arrière, bah, il y a des déficits qui se créent, notamment sur tout le travail au niveau de la hanche. Il y a beaucoup de conflits de hanche en escrime, donc il y a beaucoup de déficits à travers les tests qu'on fait qui ressortent. Et du coup, par exemple, pour un escrimeur, à la suite des tests, eh ben, on va maximiser le travail au niveau des rotateurs de hanche, que ça soit en interne ou en externe, pour justement répondre à ces déficits-là qu'on peut observer. C'est plutôt par discipline que par vraiment package complet des athlètes. Tu sais, c'est toujours la question de savoir s'il faut chercher à rééquilibrer l'athlète pour essayer de réduire son risque de blessure. Quelle est ton expérience sur le sujet? Pas toujours. Justement, il n'y a pas qu'une façon de faire. Il y a des athlètes, surtout des athlètes anciens qui ont de la bouteille, qui ont développé des qualités dans ce déséquilibre. Et il n'y a pas grand intérêt à rééquilibrer ce déséquilibre, entre guillemets. Ça dépend, c'est très variable suivant les athlètes, c'est très variable suivant les valeurs qu'on va voir, c'est très variable suivant aussi l'analyse de la technique de l'athlète. C'est pas toujours efficient de rééquilibrer toujours. L'idée, c'est quand il y a des trop gros déficits, donc ça, suivant nos tests, ça va être des balances autour de 15% de différence. Bah, il y a des fois, il faut pas du tout chercher à corriger ça. Et il y a des fois, il y a quand même trop gros de risques de blessure. Et du coup, là, on va chercher à le corriger. Mais c'est souvent de l'analyse transversale. Ça veut dire qu'on va se focus sur un point, puis après, on va agrandir la loupe pour voir vraiment tout ce qui est mis en corrélation à travers ça. Et là, après, on va faire des choix de préparateur physique pour ajuster ou pas ces déficits. En réathlète de base, de ce que je comprends, tu as un peu les 4 phases qui sont isométrie, excentrique lent, on va dire, tu reprends le mouvement classiquement un peu lent et après tu mets de la vitesse. Est-ce que c'est toujours comme ça? Ouais, c'est le process global. Après, c'est très individuel aussi par rapport à l'athlète, à la discipline, à la pathologie aussi, parce que suivant les pathologies et suivant le degré de la pathologie, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, par exemple, sur un croisé, bah, là, clairement, le temps de réathlétisation est beaucoup plus long et on passe par des plus grandes phases de réathlétisation avec un gros travail de kiné d'abord, qui travaille sur les mobilités, puis c'est-à-dire les renforcements du tendon, et puis après, ça va passer avec nous sur la réathlétisation. Donc, c'est très individuel et à l'athlète et à la pathologie. À l'inverse, on peut avoir juste une déchirure d'un quadriceps en grade 2 et du coup, c'est pas du tout la même approche. Donc, c'est très variable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la force aujourd'hui de la cellule, c'est que tout est vraiment individualisé par rapport à l'athlète et à sa pathologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on est responsable de 1 ou 2 athlètes au maximum par session pour vraiment être au plus proche de l'accompagnement et de l'individualisation. Et j'ai entendu récemment dans un podcast, je sais plus lequel, que l'isométrie, tu sais, avant l'isométrie, c'était juste tenir une position. Maintenant, tu as l'isométrie où tu vas essayer de produire le maximum de tension. Est-ce que ça, tu t'en sers aussi au quotidien? Je m'en sers au quotidien et de plus en plus cette année parce que j'ai testé beaucoup de choses sur moi là-dessus, sur ce travail isométrique, en utilisant les plateformes de force pour voir aussi sur ce travail isométrique en mettant vraiment des pressions et de l'intention de travail dessus, de voir comment ça réagissait, notamment sur du squat en isométrie. Et alors, tu as vu des gains après sur le classique? Beaucoup de gains. Alors qu'avant, tu sais, on disait c'est limité à 10-15 degrés autour. C'est ça, on tient juste la position et maintenant en fait de travailler sur vraiment de la pression à travers. Si on prend un exemple très simple, hein, le squat en isométrie, on vient bloquer une barre à des angles de notre choix et on vient vraiment pousser en pression sur la barre sans que la barre bouge du coup pour l'isométrie. Et ben on voit vraiment des gains très intéressants. Moi je l'ai testé sur un cycle justement de squat en isométrie, soit classique, on fait juste le squat en isométrie sur plusieurs répétitions, temps de récup et on enchaîne ça, ou même sur du contraste, isométrie, puis avec de la pliométrie derrière par exemple. Et du coup, moi j'ai vu des vrais gains et sur moi et sur les athlètes auxquels j'ai proposé, que ça soit en réathlétisation ou en préparation physique sur des développements de qualité physique. Non, oui, mais j'avais l'impression que c'était de plus en plus populaire et je me disais peut-être falloir que je teste aussi pour de vrai. Bah c'est très intéressant. Après voilà, c'est un peu dans l'air du temps aussi, mais il faut pas se limiter à juste c'est l'air du temps et c'est la mode. Il faut essayer et pour le coup, moi pour avoir essayé, j'ai trouvé des vrais gains.
Et ben alors, j'ai une autre question sur un truc qui est pas très populaire, mais j'ai l'impression qu'il est prometteur, mais ça c'est pas trop mis en place. C'est l'iso inertiel. Est-ce que tu t'en sers ou pas du tout? J'ai l'impression que ça se... Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion ni le tester sur moi, ni le mettre en place, du coup. Mais pareil, c'est des choses à aller chercher, à développer, à se questionner sur ça et voir, en effet, si c'est des nouvelles manières de s'entraîner qui sont intéressantes pour l'athlète. Ouais, bah donc je fais la petite histoire. Je m'étais acheté un Handy Gym, tu sais, donc le truc un peu semi-pro, semi-amateur, quoi. Et j'étais très content. Et donc après, j'ai acheté j'ai plus la marque, mais c'est Gaël Faury qui fait ça. Et donc c'est vrai que tu sens que tu gagnes, comme ça te change la nature de la résistance, tu gagnes en accélération, mais très très rapidement, quoi. C'est ça. Bah, tu vois, t'as un truc Handy Gym, c'est pour ça que j'y pensais. Ouais. On l'a testé, le Handy, ils l'ont prêté, c'était pas fou. Ouais, le Handy Gym est un peu... On on va faire de mauvaise pub, mais c'est pas le truc qu'on achèterait en Ouais, priorité. non, mais en fait, voilà, moi, par rapport à ce que je recherchais avec ce matériel, ça a pas répondu exactement à ce que je voulais. Et du coup, depuis ça, bah, j'ai pas eu l'occasion de retester du matériel pur sur ça. Mais à l'occasion, ça arrivera. Nous, on travaille beaucoup avec les accéléromètres, avec la vitesse, par exemple. Qu'est-ce que vous utilisez en accéléromètre? Bah, on a un truc très basique, mais qui marche très bien, c'est le Tendo. Ok. Clairement, on a ressorti ça des placards il y a quoi, une bonne année là. Et en fait, on l'a bien réutilisé et on se rend compte que c'est pas moins efficace que les nouveautés aujourd'hui, que ce soit le Gymaware, le Vitruve, tout ça, où c'est des machines qui fonctionnent très bien avec beaucoup de données, avec le téléphone connecté, tout ça, c'est très très bien. Mais des fois, on se rend compte qu'à vouloir faire trop compliqué, juste un Tendo avec un fil, avec la vitesse qui nous s'affiche direct, c'est aussi très très bien. Et est-ce que tu remarques, comme on peut lire un peu partout, que ça motive plus les athlètes de voir leur vitesse en temps Ouais. réel? Pour moi, ouais. Pareil, encore quelque chose que moi j'ai testé personnellement et donc on a développé des cycles dessus et franchement ça change vraiment la donne quoi. Les athlètes ils ont un retour direct à chaque rep et du coup ça les stimule quoi. C'est-à-dire pour moi l'intention est décuplée quand il y a un retour direct. C'est-à-dire que si on va voir après les vitesses, en fait l'athlète il voit les vitesses après, il est plus dans l'effort, il est plus dans l'instant, alors que l'avantage Tendo bah on voit direct le capteur, on voit direct à chaque rep la vitesse et du coup l'athlète s'il est pas dans ses bonnes mesures, bah il va encore décupler son intention. Pour moi, c'est des valeurs qui sont beaucoup plus dire, intéressantes que de voir des valeurs après. Alors, j'ai une question là-dessus parce que j'ai peu d'expérience sur le sujet. J'avais testé le Beast il y a bien longtemps. Il me l'avait envoyé, voilà, pour que je teste tout ça. Donc, j'ai pas trop d'expérience et j'ai lu des petits bouquins, mais voilà. J'ai pas d'expérience vraiment de terrain. Et est-ce qu'il y a un pourcentage de perte de vitesse à partir duquel tu fais arrêter la série? Tu sais, pendant longtemps, on disait, faut forcer à fond, faut aller à l'échec, tout ça. Ça dépend de l'objectif de la séance. Ça veut dire que là, récemment, moi, j'ai testé, j'ai plus le nom du programme, quelqu'un qui a écrit ce programme-là, j'ai plus le nom en tête. Mais en gros, c'était de travailler 3 fois par semaine en squat. La première séance, c'est 25 répétitions au total, de mémoire 0.5 ou 0.6 de vitesse. Et une fois qu'on est en dessous, on arrête la série. Et le but, c'est de faire 25 répétitions au total. Et une autre séance, c'est plus travail de vitesse. Et du coup, faut être entre 0.9 et 1.0. Et du coup, suivant les objectifs, bah, dès qu'on remplit plus l'objectif, on doit arrêter pour pouvoir se recharger et repartir correctement. Donc, ça dépend, comme toujours, des intentions, des consignes de travail. Est-ce que c'est pas frustrant pour toi, justement, d'arrêter ta série avant de vraiment... Parce que là, j'ai l'impression que tu t'arrêtes vraiment avant de vraiment forcer, tu vois, tu ralentis un peu. Non, l'idée, c'est d'avoir une répétition de marge. Ok. Ça veut dire que même si on est limite, on continue, et dès qu'il y a une répétition en dessous, et qu'on sent qu'on a mis toute l'intention et qu'on n'y est pas, on arrête. Mais en effet, si tu fais une répétition et que, en fait, t'as pas mis l'intention max, et que t'es en dessous, ça va être normal, donc tu peux y aller. Mais pareil, c'est comme tout, c'est qu'est-ce que tu donnes comme consigne à tes athlètes, c'est quoi l'objectif de la séance, et c'est important de leur donner parce que du coup, ils comprennent ce qu'ils font, et ça change toute la donne sur ce type de travail. Et est-ce que tu as pu remarquer aussi sur toi des variations de ta forme? J'en parlais avec les élèves tout à l'heure en CQP. Quand j'avais 25 ans, j'étais en forme tous les jours. Franchement, l'autorégulation, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, je connaissais pas. Et puis, 10 ans plus tard, je vois des variations de forme. Ah bah ouais. Et est-ce que toi, chez toi, tu vois des variations de forme? Et chez les athlètes aussi, vu qu'ils s'entraînent beaucoup? Ouais. Bah chez moi, véridique, hein, je viens d'avoir 30 ans, j'aurais jamais pensé dire ça. Et bah, allez, 3 mois avant d'avoir 30 ans, et bah j'ai commencé à avoir plein de trucs qui sont arrivés, et dont la variation de l'état, où pour le coup j'ai un profil à pouvoir prendre beaucoup de charges d'entraînement et avoir un gros volume. Et depuis que j'ai 30 ans, je suis obligé de plus réfléchir à ce que je fais. Et du coup, sur ce type de travail, sur les ressentis, vraiment, il y a vraiment une variation d'un jour à l'autre. Et du coup, faut les prendre en compte, surtout arriver à nos vieux âges de sportifs, passer la trentaine, mais sur les sportifs du niveau aussi, et c'est pour ça que nous, sur la cellule, on prend beaucoup en compte le wellness. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que l'athlète il arrive, on lui prend son état de sommeil, qui note de 0 à 10, la manière de juger sa nutrition, sa fatigue générale, ses courbatures,
Je pense que j'ai fait le tour sur l'ONS. Et du coup, ça nous permet déjà d'avoir une première image de l'athlète dans son état, comment il arrive, plus les échanges avec lui, plus directs entre le coach et l'athlète. Et du coup, en fonction de ça, ça nous permet de donner un état. Donc, ça veut dire que suivant ce qu'on a prévu dans la séance, notamment sur ce travail de vitesse, où il faut quand même être très aligné et très en forme pour pouvoir recruter correctement, et ben, on adapte complètement les séances. Tu parlais de prévention des blessures. C'est un terme qui est de plus en plus remis en question. Les spécialistes, entre guillemets, viennent parler de réduction du risque. Et malgré tout, ce que j'ai l'impression, c'est que à chaque fois qu'on pose la question, un spécialiste, il dit, les gens se blessent toujours autant, malgré qu'il y a un travail de réduction de prévention des blessures de plus en plus important. Est-ce que ça a vraiment un effet? Après, on peut chipoter sur le nom, sur prévention des blessures, Ouais, diminution des blessures. L'idée, c'est plutôt de toujours apporter, que ça soit sur des séances dissociées, vraiment focus que sur la prévention des blessures, ou de l'intégrer des exercices spécifiques à ça dans les séances. Le but, c'est toujours de pouvoir, nous, en réponse au profilage, répondre aux petits déficits qu'il peut y avoir pour limiter ces déficits s'il y a un intérêt à les limiter. Donc, en fait, c'est comment on accompagne l'athlète par rapport à sa discipline et ce qui peut ressortir de sa discipline. Par rapport au profilage qu'on a fait, les différents tests, qu'est-ce qui ressort? Et nous, en fonction de ça, on va proposer justement des exercices, des ateliers, des circuits à titre préventif pour essayer de compenser ce qu'on a pu voir de, on va dire, négatif entre guillemets sur le profilage, pour pouvoir répondre à ça et éviter que potentiellement on puisse avoir un risque de quelque chose. Mais ça a toujours été en fait ça. C'est qu'on a tendance à, suivant les sports ou les disciplines, à oublier que l'échauffement est important. L'échauffement est préventif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, proposer une séance de préparation physique, il y a tout un échauffement pour rentrer dans la séance. Et dans cet échauffement, on va mettre des exercices préventifs qui permettent à la fois d'échauffer l'athlète et aussi d'activer les bonnes zones musculaires pour éviter derrière qu'il y ait des compensations et du coup des risques de blessure. Dans de ce pôle dimension physique, je vois des athlètes défiler, mais je me dis que, et j'y connais rien donc tu vas me corriger, mais que les équipes nationales ont déjà leur staff, ont déjà leur préparateur physique. Qu'est-ce qui fait que les athlètes viennent vous voir? Et est-ce que tu ressens pas une certaine défiance ou concurrence, tu vois, vis-à-vis des staffs déjà en place, tu vois, ils laissent partir leurs athlètes ou... Il y a différents profils sur les athlètes qu'on accompagne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'athlètes qu'on a eu en réathlétisation ou suite à des tests qui ont demandé, comme ça s'était bien passé en réathlétisation, à travailler du coup avec nous en préparation physique. Donc ça, c'est les premiers profils. Il y a d'autres profils où, pour X ou Y raison en interne, ça peut ne pas bien se passer avec le préparateur physique, et du coup, il y a des demandes des athlètes. Des demandes qui sont obligatoirement, pour que ça soit accepté, validées à la fois par l'entraîneur du pôle, à la fois par le responsable de la cellule et à la fois par le préparateur physique qui doit accepter la demande. Donc c'est pas juste l'athlète a décidé de venir travailler avec nous pour X raison, et c'est le roi et il choisit. Non, c'est une discussion avec le staff. Aujourd'hui, tous les athlètes qu'on accompagne sur la cellule, c'est des athlètes qui ont été validés par leur entraîneur sur qu'on puisse les accompagner sur la préparation physique. Il n'y a pas de choix individuel sorti du chapeau. Et moi, sur les athlètes, j'accompagne beaucoup l'escrime, j'accompagne le cyclisme sur piste, le paracyclisme. Et du coup, c'est que des choix mis en relation directe avec l'entraîneur sur le travail. Est-ce que c'est des sports que tu as déjà pratiqués? Moi, à la base, escrime, pas du tout. Moi, je viens de la natation et puis du triathlon. Et je suis arrivé à l'INSEP maintenant il y a bientôt 10 ans. J'ai beaucoup travaillé en natation. Et quand je suis arrivé sur la cellule, il y avait beaucoup d'escrimeurs. Donc, je me suis dit, OK, ça me plaît d'avoir ce statut où sur la cellule, on accompagne toutes les disciplines olympiques. Donc, on est obligé de se former à s'adapter, à analyser les disciplines pour pouvoir être, entre guillemets, expert dans chaque discipline. Et du coup, j'étais obligé de me former, donc à tester un petit peu l'escrime, à comprendre l'activité, à regarder beaucoup de vidéos, à analyser, à échanger beaucoup avec les athlètes pour petit à petit développer des compétences, entre guillemets, dans ces accompagnements-là. Et du coup, c'est ça qui est chouette aussi ici, c'est justement de pas s'enfermer dans une pseudo-routine d'accompagner toujours le même sport. Et c'est ça qu'en fait la variété, c'est de pouvoir accompagner tous ces sports, de prendre du temps à analyser ces sports et d'être plus ou moins compétente de ce que je crois comprendre sur les différents sports qu'on accompagne. Et est-ce que tu as testé le cyclisme sur piste? Parce que là, on est dans le vélodrome et il est hyper pentu, celui-ci. Est-ce que tu as essayé dessus? Non, j'ai pas eu l'occasion d'essayer sur celui-là. Ça fait des années que Florian Rousseau, qui est un des maîtres du cyclisme sur piste, me propose d'essayer. Et en fait, on n'a jamais vraiment trouvé la fenêtre pour le faire. Surtout, cette piste-là, elle est vraiment raide à l'INSEP. C'est une piste qui fait 160 mètres, donc beaucoup plus courte que les 250 de classiques. Et du coup, quand on arrive dans le virage, c'est bien raide. Mais d'une manière générale, j'essaye quand même de tester tous les sports que
Enfin, du coup, on testait vraiment la partie spécifique du sport. J'ai fait un peu de vélo, donc je connais un peu, mais cyclisme sur piste, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est impressionnant la piste comme ça. Ouais, là, on a un peu peur. On se dit, ok, moi, j'y vais pas. Hein. Je sais même pas si on tient. T'as du mal à tenir debout. C'était en haut là. Ouais, c'est très Faut très te tenir. Hein. Mais quand t'as dans l'inertie là, c'est pas mal. Hein. J'ai l'habitude d'accompagner Marie Patouillet sur mon paracyclisme que je coach en préparation physique, et je suis souvent en soutien de l'entraîneur qui peut pas être là tout le temps toutes les séances, et du coup je la coach sur la piste. Et du coup c'est impressionnant quand on la voit tourner et tout. Heureusement ils ont l'habitude, mais je m'y verrais pas à la vitesse où elle le fait. Je voulais revenir un peu aussi sur ton parcours jusqu'à ton arrivée à l'INSEP. Tu parlais de triathlon, de natation. C'est des sports que tu as pratiqués jeune. Et Ouais. jusqu'à quel niveau? Alors moi, là-bas, je suis nageur. Bon, t'es pas si grand que ça pourtant. Non. Non, je suis pas si grand que ça. C'était mon sport. J'ai fait beaucoup de sport étant jeune. J'ai eu un papa qui m'a mis à pratiquer beaucoup de disciplines. Donc, en même temps, je fais de la natation, je fais une tennis de table, du badminton, beaucoup de VTT. Et du coup, j'ai encore plus accroché avec la natation. Donc, même si j'ai continué à pratiquer d'autres sports à côté, c'était vraiment mon sport. Et j'ai nagé pendant 17 ans. Ah ouais. Qu'est-ce que tu nageais? Je nageais sprint, crawl et brasse, surtout brasse. Et du coup, je me suis vraiment éclaté là-dedans. Donc, j'étais au niveau national 2, niveau correct, on va dire. Je suis parti à l'étranger, j'ai nagé à Montréal aussi un peu, à l'université de Montréal. Et puis j'aimais aussi beaucoup courir, comme je faisais du VTT. Et puis je faisais de temps en temps du triathlon pour les prépas natation. Et je m'éclatais à faire ça. Et en fait, quand je suis parti à Montréal, vraiment une autre manière de voir la performance, et du coup j'ai vraiment passé une super année de préparation à natation avec une autre approche qui a enrichi aussi aujourd'hui ma vision de la préparation physique et de l'accompagnement des athlètes. Et quand je suis rentré en France, j'ai pas du tout voulu reprendre la natation sur le même système français que j'avais vécu avant, et du coup j'ai arrêté. Je suis passé à faire que de la muscu. Ah, t'avais arrêté le triathlon aussi alors? Et ouais, j'avais lâché. Mais est-ce que tu faisais déjà de la muscu avec la natation? Ouais, avec la natation, on faisait déjà de la muscu. Non, en préparation, beaucoup plus au Canada qu'en France. Et il y a vraiment une vraie culture de l'accompagnement physique. C'était il y a un bout de temps, hein, c'était 2013, ma dernière année là-bas. Et du coup, je suis revenu, j'avais pas envie de retrouver le système français sur l'accompagnement, l'entraînement, la natation. Du coup, j'ai fait vraiment que de la muscu pendant 3-4 mois. Et en fait, faire que ça, c'était pas non plus ma passion. Et du coup, je suis passé à l'opposé. Je suis retourné au triathlon et je suis passé sur longue distance, Alpha Ironman. C'est vrai, mais t'as pas du tout le physique pour en plus quand je te vois maintenant. Ouais, je faisais 10 kilos de moins à l'époque. Ok, comment tu pèses là? Là, je fais 83 et je faisais 72, 73. Ah ouais. Et donc t'as fait des halfs et des Ironman alors? J'ai fait half, j'ai fait half du Luxembourg, j'ai fait trail des passerelles, donc trail de 42 km, j'ai fait ça. Bon, à force du volume, je me suis un peu titillé le syndrome de l'essuie-glace. J'ai un peu mis de côté pendant 6 mois. J'ai refait un peu de course à pied et en fait, je suis passé au CrossFit, ouais. Ouais, mais j'ai vu que tu faisais CrossFit mais en CrossFit, j'ai l'impression que de ce que je peux voir un peu sur les réseaux, j'étais plutôt investi ouais, à fond, quoi. Je suis plutôt investi. Je pense que j'ai un niveau plutôt correct en CrossFit. Et du coup, ouais, c'est vraiment une passion. En fait, après avoir fait T'as commencé en quelle année le CrossFit alors? Le CrossFit, ça fait 5 ans que j'en fais. Ouais, 2018, enfin mi-2018, donc ça fait 5 ans. Et j'ai fait ça à la base pour plus avoir en fait à planifier mes entraînements avec le tri, la natation, tout ça, me concentrer que sur les athlètes que j'accompagnais et me décharger en allant à la salle de CrossFit et faire ça. T'es allé où, la salle de CrossFit ou CrossFit Saint-Maur là, ok. À 20 minutes d'ici. Et du coup, j'ai vraiment mordu à l'hameçon sur le CrossFit. Je me suis vraiment mis beaucoup dedans. Et du coup, en tant que préparateur physique, j'ai commencé à refaire mes propres programmes en CrossFit pour progresser. Et du coup, je suis vraiment à fond dedans. Et est-ce que tu fais les Open en ce moment? Je fais pas les Open en ce moment parce que je reviens de blessure. J'ai une petite bursite à la base à l'épaule, mais qui s'est transformée petit à petit avec la charge et les années de natation. J'ai une petite désinsertion du labrum. Ouh. Donc, ceci dit, ça fait 5 mois que j'ai un peu lâché la gymnastique, et là, ça fait 6 semaines que je suis en réduit complète dessus et je reprends la gym, donc ça va mieux. Donc on va éviter l'opération, j'espère. Donc là, je reprends vraiment avec beaucoup de temps, donc je fais pas les Open pour éviter de, entre guillemets. Mais t'as fait des compètes et tout en CrossFit alors? Ouais, j'ai fait pas mal de compètes. Et du coup, cette année, l'objectif, c'est de reprendre les grosses compètes en équipe. On a monté une équipe fixe et. Avec Saint-Maur? Non, pas avec Saint-Maur. Avec un de mes partenaires, la marque Training Distribution, qui m'accompagne déjà depuis 5 ans. Ah, t'es avec Training Distribution? Ouais. T'es avec Cédric? Ouais.
Tu fais l'équipe avec Cédric? Bah Cédric, Cédric c'est le responsable de Ouais, je voulais dire, dans mes Non. souvenirs, il s'entraîne plus trop, Cédric. Non, c'est lui qui a créé Training Distribution avec sa femme Stéphanie et du coup moi il m'accompagne depuis le début et je les ai motivés cette année à accompagner une team fixe pour toutes les grosses compétitions françaises et un peu européennes aussi. On passe le bonjour à Cédric avec qui, pour l'histoire, j'ai fait de la force quand on était gamin. Ah, Donc son frère était dans ma KT. Je sais pas si tu connais son frère Kevin. Non. Et donc Kevin était dans ma KT et Cédric a 2-3 ans de plus et donc de famille, ils avaient un soulevé de terre d'Oron bien avant la mode. Mais vraiment très affreux. Cédric, c'est pour toi. C'est vrai. Je sais pas s'il entraîne toujours, mais il avait du jus. Et je me souviens que Training Description, il m'avait filé des t-shirts caféine 1 kilo à l'époque. Ouais. J'avais fait quelques photos. Et cool. Cédric que je connais vraiment depuis tout début. Il a vu quand j'ai démarré CrossFit que je me débrouillais pas trop mal. Et du coup, il a décidé de m'accompagner avec la marque dès le début. Et je suis toujours. Et du coup, j'aime bien avec eux leur proposer des projets. Cette année, c'était le projet de monter une équipe fixe pour représenter la marque, une équipe compétitrice pour l'année. Et du coup, on a prévu avec eux 4 compétitions majeures. Ah ouais, donc c'est bien. Ouais, à partir de... Est-ce que tu vas au French L'idée, c'est que la première compétition, c'est les qualifications des French dans 5 semaines. Donc du coup... Comme c'est à Lyon, là, de ce que j'ai entendu. Ouais, les qualifications, c'est en ligne, parce que sur les French, cette année, t'as la partie semi-finale CrossFit Game, et t'as la partie qualif classique. Et du coup, nous, on vise la qualif classique avec l'équipe, les qualifs, c'est dans 4 semaines pile poil. C'est tout le fait de pas faire les Open, donc concentrer juste sur la fin de ma réduc et être prêt pour dans 4 semaines. Et après, la compétition, c'est mi-mai, à Lyon. Et j'avais interviewé Guillaume Briand. Ouais. Dans le podcast, donc, il avait fait les games. Ancien nageur, exactement. Et qui avait fait les games, tout ça. Et, il m'avait expliqué que, en fait, un coup, il s'était mis au cardio à basse intensité sur le vélo. Et donc, avec ces chiffres, j'étais très surpris parce qu'il était vraiment très, très faible. Et comme le CrossFit, c'est être prêt à tout, et que t'es revendeur physique, comment tu organises un peu ton entraînement par rapport à tout ça pour être le plus complet possible? Est-ce que t'as aujourd'hui encore des grosses failles, tu vois? Moi, je le disais tout à l'heure, mais moi, j'aime bien tout tester. Ça veut dire que je teste tout sur moi avant de le proposer à des athlètes. Et puis encore plus aujourd'hui où, comme je pratique le CrossFit à un niveau, entre guillemets, compétitif, j'essaie de faire plein de choses. Et l'année dernière, j'ai choisi de vraiment me donner à fond pour faire une année complète et voir jusqu'où j'étais capable au niveau du corps. Et j'ai un peu foutu mon corps dans le mur en testant vraiment plein de choses. Et du coup, aujourd'hui, j'en apprends vraiment les leçons et surtout pour moi et pour les athlètes que j'accompagne. Et moi, à titre perso, aujourd'hui, j'ai une grosse faille qui est la force d'une manière générale. Je paye un petit peu avec la natation et puis avec mes grandes années d'ultra-endurance. C'est quoi la force? Parce que moi, j'ai l'impression que t'es assez fort du bas du corps. Quand je dis la force, en tout cas, la force à un niveau vraiment c'est quoi compétiteur en CrossFit. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai un squat à 170, j'ai un épaulé à 140, j'ai un arraché à 110. C'est pas des mauvaises barres, mais pour un très haut niveau de CrossFit, c'est pas assez fort. Je dirais aujourd'hui, j'ai un point où je pense que je m'en sors pas trop mal, c'est que j'ai un terre à 2,30 et dans lequel où j'ai toujours galéré. Je m'y suis mis pendant 1 an à travailler fort et c'est monté. Mais je pense que j'ai pas les bonnes fibres. Après, t'es pas si lourd, t'es quand même à 2 fois ton poids de corps au squat. Oui, non, mais presque à 3 fois au soulevé de terre. Sur des valeurs brutes comme ça, oui, si je ramène au poids de corps, c'est pas des mauvaises barres. Mais si on parle de Guillaume Briand, qui est aujourd'hui quand même un des meilleurs Français, qui je l'espère cette année va essayer de se requalifier au CrossFit Games. Voilà, même s'il il est beaucoup plus lourd que moi, il doit faire 10 kilos, je pense, plus que moi. Et puis, mais il s'entraîne entre 4 et 6 heures par jour aussi, et puis, tu vois. Il est professionnel, maintenant. Là, il fait ses petits bains froids, tout ça, le matin. Et pour ça, c'est notre approche aujourd'hui. Je pense qu'on a tous rêvé quand on s'est mis au CrossFit à se dire, est-ce qu'un jour on atteindra le très haut niveau? Faut aussi remettre les pieds sur terre. Ça veut dire que aujourd'hui, le CrossFit est très populaire. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de densité. Et puis, il y a la physiologie propre, la morphologie joue énormément aussi dans les perfs. C'est-à-dire que oui, il y a de l'entraînement, tout ça. C'est vraiment une approche globale de l'athlète et tout le monde peut pas aller au CrossFit Games. Et est-ce qu'avec ton passif d'ultra-endurance, niveau cardio, justement, voilà, t'as quand même gardé pas mal d'acquis? C'est ça. Aujourd'hui, moi, mes vraies forces pour revenir au CrossFit, c'est vraiment l'endurance pure et la gymnastique. Alors je dérive, pourquoi pas l'Aerox qui est très cardio? J'ai fait l'Aerox, j'en ai fait un premier. Et alors, tu t'es bien débrouillé, non? Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris une aussi grosse bûche. Ah merde. Non, je me suis bien débrouillé. Oui, je dirais que pour un premier, en plus je l'ai fait en pro pour la première en me challengeant. La course à pied, j'avais mis un peu de côté ces derniers temps, donc c'est plus là où j'ai peiné. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas pris une bûche comme ça et c'est intéressant. Mais l'Aerox, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est complètement un format, c'est vraiment l'ultra endurance dans le monde un peu du cross training parce que sur le niveau que t'as, c'est entre 1 heure, 1h05 et ça peut monter à 2 heures d'entraînement.
faut quand même courir. C'est plus des coureurs qui se sont mis au cross-training que des crossfitters qui se sont mis à la course à pied. Ah, parce que t'as 8 fois 1 kilomètre, quoi. Et puis c'est 1 kilomètre à quand même de la grosse allure. Ah ouais, Les meilleurs, congestionné, ça court en 4,10 au kilo. Croisé avec poussée de sled Ouais, à 200, donc ça court. Mais c'est un format qui est intéressant. C'est un format qui est intéressant. Pour moi, ça manque de gym parce que j'adore la gymnastique et du coup voilà, mais c'est un format qui est intéressant. Comment on fait, ça va être un de nos gros sujets, pour devenir préparateur physique? Parce que comme tu sais, je forme en BPGEPS, en CQP, et donc j'ai beaucoup de personnes, on en parlait avant le podcast, qui rêvent, parfois qui fantasment de devenir coach et notamment préparateur physique, d'entraîner des athlètes. Alors même si aujourd'hui le terme athlète est un peu galvaudé, on parle de vrais athlètes, des sportifs de haut niveau. C'est quoi ton parcours, déjà d'un point de vue études? Est-ce que tu as un BPGEPS, est-ce que tu as un BE, tu as fait STAPS, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fait donc une licence TAPS entraînement. Et comme je me débrouillais pas trop mal, j'ai eu la possibilité de partir 1 an du coup à Montréal. Donc t'as été à McGill, c'est ça? Non, j'étais à l'université de Montréal. Ok. Et du coup, en 3e année de STAPS, j'ai fait l'échange et je suis parti 1 an à l'université de Montréal. Et du coup, là, j'ai fait l'année classique de kinésiologie, ça s'appelle là-bas. Et en parallèle de ça, je voulais pas juste faire ça, donc j'ai voulu avoir un stage auprès des préparateurs physiques du foot canadien, du coup. Donc j'étais en même temps stagiaire là-bas et en même temps je nageais au niveau. Donc j'ai fait 1 an là-bas, je suis revenu en France pour postuler sur le master de l'INSEP, qui est un master qui est sur sélection, donc soit faut être sportif de haut niveau, soit faut avoir de l'expérience dans le sport de haut niveau. Et j'avais eu la possibilité, avant de partir à Montréal, de faire un stage avec le Cercle des nageurs de Marseille avec Florent Manoudou et Romain Barnier. Ah, super. Donc pareil, pour la petite anecdote, en 2e année de STAPS, je nageais et du coup sur une compétition, il y avait Romain Barnier avec Florent et je me dis ok, j'y vais au culot, j'ai envie d'avoir un stage, j'y vais au culot, j'ai rien à perdre. Et je suis allé le voir et je dis ok, j'ai besoin d'un stage de licence 2, j'ai besoin de faire 15 jours en stage. Moi ça me plairait de venir à Marseille. Et il m'a dit ok, il y a jamais personne qui a osé venir me voir comme ça au culot. Et ok, ça me plaît, tu peux venir telle date à telle date, tu m'envoies un message, on bloque et c'est bon. Et hop, ça s'est arrêté à ça. Bah, Il m'a filé son numéro. L'expérience était top alors? Et l'expérience était top. Donc je crois que ça devait être en novembre et moi j'ai fait le stage en février. Et il m'a dit tu viens par tes propres moyens, ça démarre lundi à 8h, je t'attends. Et je me suis débrouillé et j'ai été. Et en fait, pendant 15 jours, j'étais avec le Cercle des nageurs de Marseille et je me suis retrouvé à prendre les chronos de Florent Manoudou et j'avais dire, hey, t'avances pas mon vieux, qu'est-ce que tu fais? Et j'avais 19 ans quoi. Et je pensais être les grands yeux ouverts et puis en fait je me sentais bien dans ce domaine-là et entre guillemets mon parcours professionnel dans l'entraînement, ça a démarré par ça. Et du coup quand je suis revenu de Montréal, j'ai postulé à l'INSEP et c'est grâce entre guillemets à cette expérience-là ainsi que j'ai travaillé pendant 3 ans sur le Tour de France de cyclisme, dans l'organisation, sur la mise en place des points sportifs. Et du coup, ces expériences-là m'ont permis d'intégrer l'INSEP et donc c'est pris sur le master préparateur physique, c'est ça? C'était sport expertise et performance de haut niveau, qui est pas préparation physique, qui est vraiment sur l'accompagnement global dans le sport de haut niveau. Donc on avait à la fois pour du management, à la fois du terrain pur, à la fois tout le système fédéral. C'est un master où il y avait vraiment plein de choses, de la recherche, vraiment sur une vision un peu à 360 de l'accompagnement dans le sport de haut niveau. Donc pas très spécifique. Mais c'est à partir de là, moi, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à l'entraînement en préparation physique. Parce qu'en parallèle de ça, moi, j'ai coaché aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai coaché pendant 14 ans en natation, en parallèle de tout ça. Et c'est quand j'ai intégré l'INSEP que j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la préparation physique. Et du coup, j'ai fait le master de l'INSEP. Et j'ai été stagiaire pendant 2 ans au Pôle France de natation. À la suite de ça, j'ai passé la certification en préparation physique au niveau de l'INSEP, donc une formation aussi d'1 an. J'ai intégré la cellule ici. Et comment t'as intégré la cellule? Pareil au culot. En fait, quand j'ai fini ma certification en préparation physique de haut niveau, le responsable de la formation, je dis voilà, moi j'aimerais bien trouver un poste en préparation physique. Je sais pas si à l'INSEP, tu sais s'il y a des pôles qui cherchent et tout. Et en fait, Anne-Laure, qui est ma collègue ici, qui a monté la cellule de réathlétisation à l'époque, elle partait pendant 2 mois, 1 mois aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine. Et du coup, elle cherchait quelqu'un. Il m'a dit, va la voir, tu lui demandes. Et Anne-Laure me connaissait pas. Elle avait entendu des bons échos. Et de ce qu'elle m'a raconté, elle m'a dit, ok, on va le mettre. On va le voir. On prend un test pendant 2 mois, on verra. Et en fait, elle m'a pris en formation pendant 1 semaine et après, elle est partie. J'avais jamais rien fait. Elle m'a pris là, elle m'a dit, on va voir. Et elle m'a laissé 1 semaine. Pendant 1 semaine, j'ai observé. Et après, elle m'a laissé. Et j'étais tout seul. Et c'est ma première expérience. Pendant 1 mois et demi, j'étais tout seul pour gérer
le maximum que j'ai fait, 20 athlètes en même temps à la séance. 20 athlètes en même temps. Le record qu'on a fait, c'est 21 athlètes tout seul à la séance. À l'époque, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Ça veut dire que il y avait moins de monde, entre guillemets, dans l'accompagnement. Il y avait moins d'individualisation. Et du coup, ça m'a formé direct parce que pendant 4 mois, du coup, après les revenus, je me suis retrouvé vraiment à être, ok, je suis tout seul, comment je fais? Comment je forme? Donc, j'ai travaillé, j'ai creusé parce que j'avais jamais vraiment fait de la réalisation. J'en avais fait un peu avec des sportifs que j'avais en perso, mais vraiment au quotidien comme ça. Et du coup, ça a hyper bien marché. Au bout des 4 mois, quand ils sont rentrés et que ça a marché, ils m'ont proposé un premier contrat ici. Quand tu dis un premier contrat, c'est pas un CDI directement? Non. À l'INSEP, entre guillemets, il n'y a pas de CDI tout de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même moi, je suis en CDD ici à l'INSEP. T'es renouvelé tous les combien alors? Ça dépend les premiers contrats, mais en gros, moi, j'ai alterné entre d'abord CDD quand Anne-Laure, en fait, est partie en congé maternité. Après, j'étais en prestation et là, je suis repassé en CDD. Et là, je viens de re-signer mon renouvellement là de 2 ans. Quand t'es en prestation, c'est-à-dire que t'es à ton compte? Ouais, je suis à mon compte. Ok. Voilà, c'est ça. T'as ouvert récemment ta propre structure en association? C'est ça. Alors, quand tu m'en as parlé, j'étais un peu surpris parce que je me disais, à l'INSEP, je te vois toute la journée en train de coacher, tout ça. Je me dis, le mec, il est débordé, tu vois. Alors, des fois, tu t'entraînes quand il y a personne. Et puis, je vois que t'as ouvert ta propre structure. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Dis-moi tout. Et comment ça s'appelle déjà? Aujourd'hui, ça s'appelle Perform for Everyone. Ça s'appelait anciennement EA Performance. Pour démarrer. EA Performance, c'est des initiales. C'est mes initiales, ouais. En fait, ça a démarré au confinement. Moi, là-bas, j'ai jamais vraiment été passionné, entre guillemets, par coacher le sportif amateur pur dans la préparation physique, parce que je l'ai fait en natation, mais dans la préparation physique. Comme j'étais à l'INSEP, je veux coacher que du haut niveau. Et en fait, pendant le confinement, je me suis rendu compte, entre guillemets, que tout le monde voulait être coach, même les pas coachs. Donc il y avait des très bonnes choses, on voyait beaucoup de très bonnes choses sur les réseaux sociaux, mais on voyait pas que des très bonnes choses. Mais il y a pas de la place pour tous? Il y a de la place pour tous. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais aujourd'hui le monde de l'entraînement, de la préparation physique, du coaching, c'est un domaine qui est en pleine explosion. Tout le monde veut être coach entre guillemets, sauf que on en oublie que c'est un métier quand même qui demande à se former, à apprendre des choses avec de la théorie, avec de la pratique. Et justement, pendant le confinement, je voyais qu'en fait, il y avait des très bonnes choses, et puis il y avait des choses en mode des gens qui profitaient, entre guillemets, de surfer sur cette vague-là pour pouvoir encadrer des gens sans être formés, sans apporter de la vraie expertise. Et pour moi, pas le bon accompagnement. Et du coup, je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à faire. J'avais envie, en fait, de proposer l'expertise que j'avais dans le sport de niveau et de le proposer, en fait, à tout le monde. Dans ma tête, mon process, c'était de me dire, pourquoi tu serais sportif amateur? Pourquoi tu serais Mireille, 42 ans, qui fait juste du sport santé? Pourquoi t'aurais pas la chance d'avoir un accompagnement de qualité au quotidien? Et du coup, je me suis dit, ok, je vais monter un truc. Et du coup, j'ai ouvert une micro-entreprise. Et je me suis dit, en parallèle de mes activités à l'INSEP, je vais proposer de l'accompagnement comme ça pour tous, en utilisant mon expérience que j'ai avec les sportifs de haut niveau. Et ça a démarré comme ça, et en fait, ça a pris très vite. J'ai très vite eu plein de demandes. Et du coup, je me suis dit, ok, aujourd'hui, avec mon temps plein à l'INSEP, plus ça, je suis pas assez tout seul. Et du coup, j'ai rassemblé des gens dans lesquels j'avais confiance, avec qui j'avais déjà travaillé, pour, entre guillemets, soutenir. Et du coup, on a fait d'abord, en premier temps, un rassemblement d'auto-entrepreneurs. D'abord, ça a été Anne-Laure qui travaille avec moi à l'INSEP, qui m'a rejoint pour justement qu'on me propose plusieurs choses, donc mon accompagnement. Puis après, je me suis dit, ok, l'accompagnement du sportif de niveau, c'est un accompagnement à 360, dès qu'on va proposer l'accompagnement à 360. Donc, j'ai ramené un diététicien avec moi, j'ai ramené un deuxième coach, pour avoir 3 coachs, et aujourd'hui, j'ai un préparateur mental, j'ai un kiné, j'ai un ostéo. Et du coup, aujourd'hui, on est 6. Et là, récemment, on est passé, là, j'ai ouvert la société, vraiment le statut société, et c'est pour ça qu'on a changé le nom. Et du coup, maintenant, c'est vraiment sur un statut de société où je suis le principal gérant de la société pour l'instant. Et petit à petit, les autres deviendront sûrement associés dans les mois à venir. Et du coup, aujourd'hui, on propose un accompagnement pour tout le monde sur l'accompagnement à 360 degrés basé sur l'accompagnement du sportif de haut niveau. Mais c'est drôle parce que, c'est drôle, je sais pas si c'est le mot, mais c'est un truc quand t'es, tu vois, tout seul à t'entraîner, quand t'es gamin, c'est le truc dont tu rêves, tu vois. Tu vois, d'avoir le coach, prépa mental, la diète, tout au même endroit, l'ostéo, le kiné, et tu trouves rien. Tu vois, t'es là, tu trouves rien, t'es un peu fourré. Là, t'as ouvert en même temps un lieu, en fait, pour que les gens puissent venir. Parce qu'avant, de ce que je comprends, tu te déplaçais. Voilà, au début, on se déplaçait, et puis en fait, ça a démarré où moi, dans mon appartement, j'avais une deuxième chambre.
Et du coup, comme j'ai pas d'enfant, je me suis dit, bah, ok, bah, j'ai toujours rêvé d'avoir mon petit studio de coaching. Et du coup, bah, dans ma deuxième chambre, à l'entrée de l'appartement, j'ai fait une mini salle d'entraînement fonctionnelle. Donc un peu une mini salle de CrossFit avec des barres, des dumbbells, des kettlebells, des élastiques et tout. Ça a démarré comme ça, donc je me suis mis à coacher dans ma pièce. Et après, quand j'ai intégré Angelo qui travaille avec moi, qui a été formé à l'INSEP aussi, qui a coaché avec les sportifs de haut niveau, bah, il travaille avec moi maintenant. Et pareil, dans son appartement, bah, on a fait une deuxième salle. Donc dans son appartement, il a aussi un petit studio de coaching. Et puis après, Anne-Laure qui a commencé à travailler avec moi, bah on a ouvert une troisième salle qui fait 80 mètres carrés, donc un studio privé qui est plus grand maintenant, et dans lequel aujourd'hui on fait et du coaching, et maintenant bah on filme nos vidéos, on fait des team building dedans, et Elle se trouve où cette salle? cette salle à la Viry-Châtillon. Ok. Donc est pas Est-ce que c'est facile d'accès? C'est facile d'accès. Aujourd'hui, c'est vraiment pour du coaching individualisé, et on verra dans les années futures, on devrait vraiment une plus grosse salle vraiment publique et vraiment avec des plus grosses infrastructures. On y va progressivement parce qu'aujourd'hui, on a quand même pour ma part et pour Anne-Laure aussi qui travaille avec moi à l'INSEP, une grosse mission avec les Jeux Olympiques. Donc sur la société en parallèle dans lequel on s'investit, bah on y va crescendo. La priorité reste quand même les athlètes olympiques qu'on accompagne parce qu'on a une vraie mission depuis un bout de temps. Mais moi, la société à côté, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que voilà, ce côté encore plus humain sur l'accompagnement de l'humain, pas que sportif de niveau, c'est hyper important pour moi. Et aujourd'hui, bah voilà, de proposer aujourd'hui une offre qui permet bah, d'accompagner l'athlète ou l'humain à 360, c'est hyper important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'accompagnement où la personne va prendre, ok, je voudrais que tu m'accompagnes sur du sport santé pour me sentir mieux dans ma peau à travers le sport, et je voudrais le suivi diète. Donc on fait des combinaisons, ou j'ai besoin un peu d'ostéopathie, ou j'ai besoin de faire quelques séances de préparation mentale en plus. Et voilà, c'est de proposer à travers cet accompagnement, bah, individualisation au maximum, comme on fait avec les sportifs de niveau, et que tu sois dans un objectif de faire un marathon en moins de 3h30 ou dans ton objectif c'est de pouvoir faire des squats sans avoir mal. L'idée c'est vraiment d'individualiser au maximum. On entend beaucoup en ce moment que la France n'est pas un pays de sport. Ici, à l'INSEP, les athlètes viennent et en gros, tu es payé par l'INSEP, si je comprends bien. Ouais, je suis contractuel à l'INSEP. Ok. Là, j'imagine que ça a un certain coût d'avoir un suivi de haut niveau, mais malgré tout, de ce que je peux voir sur les réseaux, ça a l'air de bien fonctionner. Et quel est ton avis sur justement le fait que la France devienne un pays de sport? Parce que j'ai l'impression que toi qui as été à Montréal, ou même quand on va aux États-Unis, on voit que le sport, c'est cher. J'avais interviewé un entraîneur de kayak qui était au Canada. Il me disait, bah, la saison, c'est entre 4 et 5 000 $. Il dit, les parents, ils payent 4 à 5 000 $. Donc là-bas, c'est assez ancré. Nous, j'ai l'impression que ce qui est ancré, c'est que le sport, ça doit être accessible et que même si tu montes de niveau, tout est un peu servi sur un plateau. Or là, toi, ça a l'air de fonctionner. Donc les gens sont prêts à payer en plus pour cet accompagnement de haut niveau. Bah en fait c'est Et est-ce que tu penses que ça va passer par là si on doit... en fait aujourd'hui, sans rentrer dans les détails tarifaires, mais je pense pas que je propose une offre qui est non plus excessive par rapport aujourd'hui à l'expertise des intervenants que j'ai aujourd'hui qui travaillent avec moi. Déjà première chose, les gens qui travaillent avec nous, ils trouvent pas ça accessible déjà. Et deuxième chose, c'est pas aussi par rapport à l'offre qu'on propose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en effet, la France n'est pas un pays de sport, mais et le sera, de mon avis, jamais. La merde. Entre guillemets, plus par rapport à la culture, je dis ça. Ça veut dire que la France n'est pas un pays culturellement sportif comme les États-Unis, où sur les États-Unis, bah, c'est vraiment la culture du sport. Il y a des bourses qui sont faites pour ça. Les universités sont construites autour du sport. La formation, les études sont construites autour du sport, donc c'est très facile. Aujourd'hui, la France n'a jamais organisé son système comme ça, donc c'est un petit peu différent dans l'approche. Mais on est quand même dans une époque où les gens qui font du sport, ils ont envie d'avoir de l'accompagnement poussé, ils ont envie d'avoir de l'expertise, ils ont envie, encore plus avec les jeux qui sont en France, bah vivre un peu les mêmes choses que les athlètes y vivent au quotidien. Et du coup, bah de proposer ça, bah les gens ils aiment bien ça en fait. Ils veulent avoir cet accompagnement individualisé, ils veulent avoir de l'expertise dans l'accompagnement. Et moi j'ai beaucoup de personnes entre guillemets qui ont été accompagnées, qui ont une expérience de coaching avec un tel ou un tel et qui viennent chez nous pour vivre autre chose et ils voient une autre approche et ça a l'air de plaire puisque ça progresse et ça évolue de jour en jour et de semaine en semaine. Et est-ce que toi, justement, individuellement, tu fais tes propres programmes? Moi, c'est pareil, mais j'ai l'impression qu'on n'est jamais super objectif vis-à-vis de soi-même. Est-ce que tu as déjà pris justement un coach? Est-ce que tu te fais suivre dans ta propre salle, tu vois? Ouais. Moi, j'ai déjà pris, je prends et j'ai encore du coaching pour moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le préparateur physique ou le coach, comme on l'appelle, bah,
il a une formation continue tout au long de sa vie. Ça veut dire que il doit tester des choses sur lui et j'ai aucun scrupule moi à dire que je me fais accompagner par un autre coach en fait. Et c'est ça qui est top. Moi, je me suis beaucoup accompagné moi-même parce que je trouvais des limites un petit peu dans les coachs qui m'accompagnaient ou parce que je voulais pas au début. Et aujourd'hui, je travaille avec d'autres coachs qui me donnent leurs avis, qui m'accompagnent aussi dans mon sport. D'une parce que je le fais tout le temps tout seul et en fait à force de faire sa programmation à soi, faire sa programmation sur les athlètes de l'INSEP au niveau, faire les programmations pour les athlètes amateurs, en fait à un moment on n'est plus efficient parce que on n'a plus la tête à réfléchir correctement. Donc par période, j'ai des coachs qui m'accompagnent en parallèle. Là, j'ai beaucoup travaillé avec Alex Richard qui programme la programmation de CrossFit RX Comp, donc qui est une vieille programmation et qui marche très bien. Et il est venu à l'INSEP parce qu'il voulait voir un peu comment je travaillais. Et du coup, on a eu un grand échange de professionnels sur la préparation physique. Et du coup, il m'a pas mal accompagné sur ma préparation, que ça me décharge, penser à d'autres choses. Et du coup, ça fait surtout du partage d'expérience. Et c'est ça qui est important aussi pour moi, d'échanger, de se faire accompagner par d'autres coachs. C'est aussi des discussions sur l'entraînement, sur des manières de voir les choses, d'essayer des choses. Et c'est ça aussi la formation du préparateur physique. Quand j'ai quand j'allais passer mon diplôme pour être coach entre guillemets, donc il y a presque 20 ans, le mec qui voulait nous convaincre d'aller dans l'école, tout ça, nous disait on va devenir riche, tout ça. Et donc, comme je te dis, je forme beaucoup de futurs coachs. Et souvent, ils s'imaginent qu'ils vont gagner, tu vois, ça va bien marcher, ils vont gagner plein d'argent. Toi, aujourd'hui, tu es au top niveau ici, à l'INSEP. Je pense que beaucoup rêveraient de ce poste. Tout ça, si j'en parle, ils vont fantasmer le poste. Est-ce que tu pourrais vivre, même sans donner de chiffres, uniquement de ce travail-là? Oui, En oui. étant en région parisienne, est-ce que tu pourrais bien vivre, sachant que tu es au top du top du top? Je pense que les gens se rendent pas compte que Est-ce que tu es riche? Voilà, c'est ça la question. non. Voilà, c'est ça la vraie question. Parce que C'est la question. parce que tu es au top niveau. Je ne suis pas riche. Et voilà. C'est ça la question, c'est t'es au top niveau et t'es pas riche. Je ne suis pas riche. Et donc, comme t'en as beaucoup, tu vois, qui disent, je vais devenir coach, je vais gagner tant, nanana, ou je vais devenir préparateur physique, je vais devenir riche. Donc, moi, je connais un peu les chiffres, mais tu te dis, voilà, la réalité, c'est que, tu peux pas t'acheter une maison demain. Ah non, je peux pas m'acheter une maison demain. J'ai la chance d'avoir pu acheter mon appartement, mais j'ai fait un emprunt comme tout le monde. Je n'ai pas acheté cash mon appartement. Non, mais après, c'est comme tout. Ça veut dire que l'INSEP, il y a des points positifs et des points négatifs. Ça veut dire que, en effet, si j'étais peut-être dans un club professionnel, je gagnerais plus ma vie. En effet, mais par contre, j'ai d'autres contraintes. Aujourd'hui, j'ai quand même un cadre de travail qui est hyper agréable à l'INSEP. On a des conditions de travail excellentes, on a une structure excellente, mais les gens qui connaissent pas, ils pourraient se dire, l'INSEP, il doit super bien gagner sa vie, gère les athlètes olympiques. Ouais, c'est pour ça que Non, je gagne pas mal ma vie. C'est pas vrai, je gagne pas mal ma vie, je gagne bien ma vie. Mais faut arrêter de croire que je gagne bien ma vie ou j'arrive en Porsche et machin, pas du tout. Hein. C'est en trottinette électrique ou pas? Non, je suis pas en trottinette électrique. J'ai eu 2 élèves tout à l'heure en trottinette électrique, j'étais fou. Non, je gagne pas mal ma vie, mais je suis pas millionnaire, quoi. Et puis au-delà de ça, ça veut dire que, par exemple, tu vois, de créer la société à côté, c'est même pas, même si oui, c'est des revenus, c'est un complément de revenus qui est hyper intéressant et important pour l'équilibre, pour vivre. Mais c'est aussi parce que j'adore développer des projets. C'est vraiment un métier passion et à part la fatigue globale de la semaine, j'ai pas l'impression de travailler parce que c'est vraiment une passion. Ça veut dire que tous les matins, je me lève en me disant, j'aime ce que je fais, je le fais avec passion et j'y vais pas reculons pour aller créer des choses, proposer des choses, accompagner les athlètes et du coup, moi, j'adore construire des projets. Et quand j'ai monté la boîte, c'était construire un nouveau projet. Et puis, il y en aura sûrement d'autres dans les années futures. Et c'est ça qui m'éclate, en fait. Donc, au-delà du point de vue financier, c'est ça qui m'éclate. Et en effet, les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs, qui veulent se mettre au coaching, oui, on peut gagner très bien sa vie, que ce soit dans le sport de haut niveau ou pas dans le sport de haut niveau. D'ailleurs, je pense qu'on peut gagner mieux sa vie pas dans le sport de haut niveau, entre guillemets. Je pense aussi. Voilà, clairement. Mais pareil, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend des objectifs qu'on a d'un point de vue professionnel et de carrière. Et puis ça dépend de comment on a envie de travailler aussi. Ça veut dire que toi comme moi, je pense qu'on fait partie d'une génération où le travail, c'est vraiment dur labeur, c'est y aller vraiment et on n'a pas tout dans la main. Et puis il faut se démener, faut se former, faut être curieux pour vraiment s'approprier les connaissances, les compétences et petit à petit monter progressivement. J'ai l'impression aujourd'hui la tendance des jeunes, c'est vraiment de moins être passionné par ces choses-là, de moins se former, de moins avoir envie de se dépasser et de travailler. Et je trouve ça dommage parce que la bonne école, entre guillemets, pour moi, hein, c'est toujours que ma vision, aujourd'hui, que ça soit dans la préparation physique ou même dans le travail en règle générale, dans d'autres domaines, c'est qu'à un moment, faut y aller, quoi. On n'a pas tout dans la main. Et aujourd'hui, les jeunes, je trouve, perdent un petit peu ça que, oui, il faut faire des grosses journées, oui, il faut se former, oui, il faut être curieux et ça prend du temps, mais pour moi, c'est ça la vraie formation, quoi. Après, peut-être que le problème, c'est qu'aujourd'hui,
on en discutait un peu avant d'enregistrer, c'est que le diplôme, entre guillemets, de coach, l'accessibilité en tout cas, au nom de coach, est devenu un vrai business. Il y a 20 ans, tu passais ton B2ES à Cumez, donc moi c'est 2005 ou 2006, tout le monde avait la même formation, c'était codifié, il y avait un seul endroit en France, point. Les profs, c'était les mêmes, donc t'étais sûr d'avoir la même formation, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, il y a tellement d'écoles, entre guillemets, qui forment. Donc là, le CQP est en train de beaucoup se développer. On espère que le niveau soit pas descendant et que ça remonte, ce qui est pas dit non plus. Non. Par rapport au BPGEPS, bien que le public soit plus vu en CQP, si jamais. En BPGEPS, on voit qu'en fonction des écoles, c'est pas du tout le même enseignement. Tu vois que pour le CQP, il y a un QCM et que chaque école met des questions. Et donc là, il y avait une question, les élèves m'ont dit, ça va peut-être te faire marrer, qui était est-ce que le pain blanc fait grossir? Ils me disent qu'est-ce que tu réponds à ça? Je sais pas. Et il y avait une autre question, c'était manger moins fait-il maigrir? Tu vois, c'est que des questions un peu. Donc, t'as des gens sur cette sorte de QCM, donc qui ont une école qui prépare au CQP, qui fait passer le CQP, qui mettent des questions comme ça. Chaque école met 20 ou 30 questions. Et donc voilà. Donc t'arrives à ces trucs-là. Et ce qui fait que, où avant, c'était exclusivement des passionnés qui allaient passer un diplôme, qui étaient vraiment passionnés par la muscu. Entre guillemets, là, si on parle de muscu au sens large. Aujourd'hui, comme c'est un peu porte ouverte, on te fait miroiter monts et merveilles. C'est pour ça que je te parlais de est-ce que tu gagnes bien ta vie, pour, entre guillemets, te vendre une formation, soit à 6 600 € pour un BPGEPS, soit à 3 500, 4 000 € pour un CQP. Avec, la plupart du temps, pas de débouché, étant donné que le nombre est tellement grandissant, que si t'es pas passionné, parce que là, quand t'écoutes, ton parcours est quand même très naturel. Tu vois, j'ai pas l'impression, tu vois, on parle du labeur, tout ça, et je comprends parce que moi c'est pareil, j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore beaucoup, mais ça se fait naturellement parce que je suis intéressé. Mais c'est ça, en fait. J'ai pas besoin qu'on me dise, t'as besoin, je reprends l'exemple, de faire de l'anatomie. L'anatomie, avant de rentrer en formation, j'avais déjà 3 atlas. Tu vois, j'avais pas besoin de ça. Pour me dire, il faut me faire de l'anatomie. Je le trouvais moi-même, j'en achetais, je le faisais. Et puis c'est induit, ça veut dire qu'aujourd'hui tu veux travailler dans le monde de la préparation physique, la réathlétisation ou dans l'accompagnement physique au sens large. En fait, on travaille tes muscles, on travaille le corps humain, en fait. Donc, à un moment, si tu t'intéresses pas à la physiologie, à la biomécanique, à l'anatomie, pour moi, t'as rien à faire dans ce domaine-là. C'est hyper important et ça prend du temps, en fait, de cet apprentissage-là. Et ça se fait pas en claquement de doigts, ça se fait pas en une formation de un jour par mois ou etc. Et puis surtout, je reprends le fait que tout à l'heure tu disais d'être curieux. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a plein de formations qui sont très aléatoires dans les connaissances, dans ce qu'on t'apporte, parce que, il y a plein de profs différents, il y a plein d'approches différentes. Et la limite de tout ça, c'est pas tant les contenus des cours, c'est en fait la curiosité et l'envie Le casting. Le casting déjà, et puis même des élèves. Voilà, des élèves, mais aussi l'élève en lui-même qui a envie ou qui a pas envie en fait. Le sport, c'est à mon époque entre guillemets il y a 10 ans, il y a beaucoup de gens qui allaient en STAPS en se disant c'est cool, STAPS ça va être juste du sport, ça va être détente. Et en fait, il y en a beaucoup qui déchanteraient parce qu'en fait quand tu arrives en STAPS, en fait le sport ça prend 35% du temps, et le reste, c'est de la biomécanique, de l'anatomie, de la physio. Et si tu te mets pas la tête dedans, en fait, tu remplis pas ton année en STAPS. Et il y en a plein qui vont en se disant, OK, ça va être les vacances en STAPS. Et en fait, au bout d'un an, t'as déjà 50% qui est plus là. Et t'en as que très peu qui vont travailler dans l'entraînement parce qu'en fait, c'est une vraie formation scientifique, le monde de l'entraînement. Et c'est pas juste, je fais une formation très courte et c'est bon, je suis coach et je sais tout et je peux tout encadrer. Pourtant, c'est marrant parce que j'ai encore lu il y a quelques jours sur LinkedIn que il manquait de coachs en France. Qu'est-ce que tu Peut-être qu'il manque de bons coachs en France, ça c'est possible. Non, après voilà, j'ai pas tous les chiffres. C'est vrai que je suis pas trop dans le monde du fitness entre guillemets pur, ou je travaille pas dans les salles de fitness, qui est le monde du sport de niveau. C'est quand même une niche où il y a quand même pas beaucoup de centres et c'est quand même un endroit qui est assez fermé. Mais de ce que je peux voir, c'est quand même qu'il y a beaucoup, comme tu dis, il y a beaucoup de formations de coach, il y a beaucoup de coachs aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de coachs experts ou beaucoup de coachs qui sont curieux dans ce qu'ils font et qui cherchent à développer? Ça, c'est une autre question. Et je pense que c'est ça qui manque un petit peu aujourd'hui. Est-ce qu'un bon coach, finalement, c'est quelqu'un de curieux et passionné? Ouais. Pour moi, c'est ça. On s'en fiche des entre guillemets des compétences théoriques que tu apprends. Ça veut dire que oui, c'est important, il y a quand même un tronc commun, une base, mais il faut que tu sois passionné, il faut que tu sois curieux, il faut que tu testes des choses sur toi, et c'est toutes ces choses-là qui vont faire que petit à petit, tu vas te créer ta propre expérience, ta propre expertise, et que tu vas être capable d'accompagner quel que soit le niveau d'athlète et quel que soit le public. À partir de quand je peux m'estimer légitime alors pour être coach?
Je suis pas sûr que ça soit un terme de temps où on est légitime. C'est le chemin de l'expérience se fait progressivement au fil des années. Aujourd'hui, entre guillemets, que ça soit toi ou moi, le, le niveau, entre guillemets, de compétences ou d'accompagnement en préparation physique, bah, il est pas le même qu'il y a 5 ans, il est pas le même qu'il y a 10 ans. Il s'est construit. Moi, il y a des choses aujourd'hui que je fais que j'aurais jamais fait il y a 10 ans, ou il y a des choses que j'ai fait il y a 10 ans que je ferai jamais aujourd'hui. Mais parce que c'est ça l'apprentissage, et il faut faire des erreurs. J'ai fait des erreurs sur les athlètes, j'ai fait des erreurs sur moi, et on les a tous fait, et c'est ça qui nous a formés, qui m'a formé petit à petit. Donc je crois pas que ce soit une timeline, ça veut dire que j'espère que peut-être dans 10 ans je serai encore meilleur, et puis ça se trouve dans 10 ans je serai même plus sage, j'en sais rien. Mais soyez curieux, intéressez-vous, soyez passionné par ce que vous faites, et ça se fera tout seul. Ce serait presque une bonne phrase de fin, mais j'ai encore quelques questions avant que tu dois bosser après. Non, c'est pour moi. C'est pas toi. Il y a pour la petite, pour vous donner un peu l'image, il y a je crois que c'est le club de Créteil qui vient s'entraîner sur la piste de cyclisme. Ok. Mais ils ont des beaux vélos. Ils ont des beaux, bonsoir. Ils ont des beaux vélos. Oui, ils sont beaux leurs vélos. Le club de Créteil, c'est un club un peu historique, non? Ouais. Non, c'est pas là où il y avait Grégory Boger, ça me dit quelque chose. Grégory Boger, Marie Patouillet que je coach en préparation physique. Et leur tenue, c'était jaune, blanc, bleu, là. J'ai le DVD de Gérard Quintin et Morellon. Et tu sais, en fait, ils parlent de l'entraînement de cyclisme. C'est un DVD INSEP. Ouais. Qui dure 55 minutes, où c'est une sorte de séminaire, entre guillemets, sur l'entraînement en cyclisme sur piste, qui est vachement bien. Et bref. Donc, on voit du monde passer. C'est ça. Je veux revenir et conclure un peu sur ton entraînement à toi. C'est quoi le rythme d'entraînement d'un crossfitter qui fait des compétitions et qui veut performer? Et qui est pas professionnel, surtout. Parce que quand t'es professionnel, comme j'ai interviewé Guillaume, on voit que c'est 4 à 6 heures par jour, tu vois. Qu'est-ce que c'est le rythme de quelqu'un qui a des contraintes, qui a l'air de bosser beaucoup? Voilà. C'est surtout ça. C'est quoi ton rythme? Moi, aujourd'hui, je m'entraîne entre 1 et 2 fois par jour, sur 6 jours par semaine. L'année dernière, j'ai fait le choix de, malgré toutes mes contraintes, d'essayer de m'entraîner presque tous les jours 2 fois par jour. 7 sur 7, 2 fois par jour? Non, sauf avec un jour de repos complet, pour un petit peu voir un petit peu les limites de mon corps et jusqu'où j'étais capable d'aller avec toutes mes contraintes. Et en fait, je me suis rendu compte, en effet, que si t'es pas sportif de haut niveau, si t'es pas déchargé du temps, c'est très compliqué, le corps m'en suit pas. Tu vois, avec l'INSEP, mon travail de préparateur physique à l'INSEP, la boîte que je développe, plus mon entraînement et plus l'envie toujours d'être performant en CrossFit, il y a des choix à faire. Et cette année-là m'a permis aussi d'avoir un autre regard sur du coup mon entraînement et d'avoir encore une autre approche. Et tu vois, aujourd'hui, je m'entraîne encore 1 à 2 fois par jour. Tu vois, aujourd'hui, c'était une journée plutôt light, une fois. Mais tu vois, hier, je me suis entraîné 2 fois. Je mets encore plus d'intelligence dans l'entraînement, je m'écoute encore plus mon corps, parce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, à 30 ans, t'arrives, ok, t'as les petits bobos. C'est jeune, 30 ans, non? 30 ans, c'est jeune, mais je pensais pas dire ça, et on sent quand même qu'à partir de 30 ans, moi aussi, j'ai sorti un truc à partir de 30 ans. À 35, tu vois, c'est pire. Ouais, mais tu vois, c'est pas pour rien aussi que, dans le sport de niveau, entre guillemets, à 30 ans, c'est quand même là où, il y a de moins en moins de sportifs, et tu déclines petit à petit. Et on le voit, le corps réagit plus pareil, et ça demande de l'adaptation, et encore plus aujourd'hui où, entre guillemets, j'ai des contraintes positives parce que j'aime ce que je fais, mais coacher aujourd'hui à l'INSEP, avoir la boîte à côté, c'est quand même un rythme de vie qui est quand même bien dense. J'ai la chance de tout avoir sur place. Donc ça veut dire que le midi, par exemple, quand je vais m'entraîner, je perds pas de temps. Je suis direct sur place, donc je m'entraîne direct. Mais ça nécessite quand même d'avoir de la réflexion, entre guillemets, sur l'entraînement et de peser un petit peu les choses de manière intelligente. Mais voilà, aujourd'hui, je m'entraîne 1 à 2 fois par jour. Combien de temps durent les séances? Mes séances durent entre 1 heure et 2 heures. Ok. Ah ouais, donc des fois tu fais 2 fois 2 heures? Et c'est plutôt, quand je fais 2 fois, c'est plutôt 2 heures une fois et 1 heure et quart 2 fois. La deuxième fois. Et est-ce qu'avec ce rythme d'entraînement, tu parles de ta récupération qui a un peu évolué, pas comme on voudrait. Est-ce que tu fais un peu comme pour les athlètes, à savoir un questionnaire un peu de wellness, un suivi de ta forme, tout ça? Ouais, j'essaie de mettre... Est-ce que tu fais aussi un profilage pour toi? J'ai fait le profilage, justement, comme là depuis 1 an j'avais des petits soucis d'épaule un peu aléatoires. En début d'année, justement, j'ai décidé cette année j'allais vraiment régler mes épaules pour vraiment comprendre ce qui bug, pourquoi et tout ça. Et du coup, en début d'année, j'ai demandé à mes collègues de me faire un profilage complet. Et alors, sur le global. Et le profilage était plutôt très intéressant et plutôt équilibré. J'avais pas de déficit majeur entre guillemets entre le côté droit, côté gauche sur les rotateurs au niveau des épaules. On a testé les hanches aussi, la force en isométrie, quadri, ischio, etc. Et pas de déficit majeur, donc il a fallu faire d'autres tests pour voir un petit peu d'où ça venait les problématiques d'épaule. Mais du coup voilà, c'est l'idée, c'est
c'est comme l'entraînement, ça veut dire je propose pas aux athlètes quelque chose que j'ai pas testé. Ben aujourd'hui, on a un profilage. Ben, c'est important de vivre le profilage, de savoir de quoi on parle et de le mettre en place. Et aujourd'hui, moi, mon entraînement base, ben, j'ai un profilage, ça m'amène des données objectives pour voir, voilà, d'un point de vue mécanique, comment mon corps fonctionne. Et derrière, ben, je fais évoluer mon entraînement en fonction de ça. Donc ça t'arrive des fois, tu vois que t'es pas en forme un jour et tu vas dire je peux ne rien faire. Ce que avant je faisais moins. Ça veut dire que c'est toujours les cordonniers, mais les moins bien chaussés, bah je suis beaucoup sur le ressenti pour les athlètes et j'adapte par rapport à eux. Et des fois, sur soi, on a tendance un peu à mettre le cerveau de côté et pas adapter par rapport à soi. Et aujourd'hui, je le fais beaucoup plus. Ça veut dire que j'écoute beaucoup mon wellness. Je me pose aussi les questions de savoir, OK, comment je suis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un intérêt, si je suis pas au top, de me mettre une bûche? Est-ce que, bah non, justement, aujourd'hui, moins. Tu vois, là, j'ai été une semaine un peu décalée. J'ai dû m'entraîner dimanche. Je me suis pas entraîné samedi dernier. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'étais à ma 6e journée d'entraînement. Bah, j'ai bien fait ma réduction d'épaule depuis 3 jours. J'ai mis beaucoup de charge dessus. Bah, aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai fait de l'aéro, 40 minutes, vélo, ski, assaut bac à basse intensité. Et c'était très bien, en fait. Parce Ok, que, c'était ma question, c'était est-ce que tu fais des entraînements de récup? ouais. Et donc là, en fait, c'est un entraînement de récup. Et aujourd'hui, j'ai fait un entraînement de récup où je suis Ok. sorti. Je te mettrais RPE 3 sur 10, moi RPE cognitif 2 sur 10 et j'ai transpiré, quoi. Et voilà, en fait, je me sens bien. Mais avant, t'aurais jamais fait cet entraînement de récup, si? Je le faisais déjà un peu Ah, tu avant, faisais quand même un peu. mais je me mettais aussi plus de volume global, tu vois. Donc aujourd'hui, je mets encore plus de réflexion, je m'écoute plus. Avant, tu sais, je me disais, vas-y, je fais 3 ou 4 jours à balle, je fais un jour un peu tranquille, je remets 2 jours, et un peu dans la méthode CrossFit. Aujourd'hui, bah, j'ai cette trame, mais avec plus d'intelligence. Ça veut dire que si je sens que bah, mon corps aujourd'hui, ok, il est plus fatigué, aucun intérêt à aller se mettre une bûche, qu'en fait, d'une, tu récupères pas. Le lendemain, tu reviens, bah, en fait, t'es au même niveau, et il y a pas d'intérêt, quoi. Et surtout dans une optique où moi, j'ai encore envie de faire de la compétition en CrossFit et de performer. Et bah, t'es obligé de mettre de l'intelligence, surtout si par rapport à ton rythme. C'est comme l'athlète. Aujourd'hui, l'athlète, bah, il a la préparation physique, il a l'entraînement spécifique, il a des contraintes liées à ses partenaires, et il doit prendre tout ça en compte pour sa perf. T'es obligé de prendre tout ça en compte. Et donc, bah, moi, en tant que préparateur physique et encore pseudo-athlète, entre guillemets, bah, c'est pareil, je dois aussi le prendre en compte et mes contraintes professionnelles, bah, impactent mon entraînement et vice versa. Donc, faut que je trouve le bon équilibre. Comme se mettre une grosse bûche à l'entraînement et derrière de plus assumer l'encadrement des athlètes. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc, on est obligé de jauger dans tout ça. J'arrive au bout de mes questions. Est-ce que toi, t'as des sujets que tu souhaitais aborder? Bah, écoute, je pense qu'on a on a Est-ce que tu veux parlé passer un coup de gueule ou pas? plein de sujets. Mon coup de gueule, je l'ai passé sur les coachs, entre guillemets, sur la formation des coachs. Non, franchement, pas grand chose à dire. J'ai vu là, avant que j'arrive, vous êtes en train de développer aussi des sortes de formations complémentaires, on va dire, sur ta société? Bah, l'idée là, c'est que dans les mois à venir, en fait, on propose des masterclass sur des thématiques. Parce que j'ai vu que vous aviez sorti spécifiques. quelque chose sur le marathon ou je sais plus Ouais, quoi, on a sorti là, l'idée, c'est aussi qu'on propose un petit peu des programmes semi-individualisés. Là, on a sorti un programme marathon complet, 4 mois d'entraînement, qui mixe l'entraînement marathon pur, donc les séances de course à pied, et surtout des séances de préparation physique intégrées au programme marathon, ce qui se fait pas beaucoup, très peu. Oui, parce que je crois que ça servait à rien de faire de la préparation physique pour le marathon. Ouais, ça, c'est ce qu'on entend, mais en vrai de vrai, c'est pas le cas. Et du coup, là, on a sorti un premier programme, justement, qui met la course à pied et la programmation marathon sur 4 mois. Donc, sur 16 semaines, accompagné de séances de préparation physique, d'un côté préventif et aussi de développement de qualité physique en lien avec la course à pied. Et l'idée, bah, c'est qu'on en développe de plus en plus. Donc, en fait, c'est des programmes où t'as un accompagnement complet vidéo avec les intentions de travail et toute une approche holistique de la performance autour de ça. Donc ça, c'est qu'on va développer de plus en plus cette année. On va développer aussi des masterclass sur des thématiques précises d'entraînement, donc avec les experts qui au quotidien. Donc on va ouvrir ce genre de choses. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver. Alors, comment on peut suivre toute cette actualité? Et bah vous pouvez suivre tout sur directement la page Instagram Perform for Everyone. Et puis sur le site internet aussi, t'as les informations. Donc, le site, c'est performforeveryone.com. Simple, efficace comme la page Instagram. Et puis, vous avez sur la page Instagram aussi les coachs qui sont référencés, qui travaillent avec moi au quotidien. Et donc, vous pouvez aussi aller suivre leur page pour voir un petit peu ce qui se fait au quotidien. Sur la page Instagram, d'ailleurs, Perform, on met aussi en avant ce que j'accompagne avec mon contrat INSEP au quotidien à l'INSEP. Donc, ça vous permet aussi de voir un petit peu ce qu'on fait avec les sportifs de haut niveau.
c'est une page un peu hybride où on met ce qu'on fait avec les sportifs de niveau. Ouais, mais aussi les j'aime bien sportifs regarder amateurs. justement, voir un peu ce que tu fais faire, tout Et, ça. et du coup, il y a vous trouvez à la fois des entraînements, à la fois du contenu un petit peu théorique sur ce que vous proposez. En ce moment, on fait depuis 3 mois, on fait des tips par mois. Et en fait, une fois par mois, vous avez un tip sur la préparation physique, sur la diététique, sur la préparation mentale et un tip sur l'ostéopathie, la kiné. Donc, c'est des petites infos utiles à avoir. Et là, on a sorti un truc très intéressant là, il y a la semaine dernière sur la période des règles pour les femmes. Ouais, j'ai vu passer, oui. Ouais. Et du coup, voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est le diète qui a fait ça, non? C'est ton diète Seb. c'est Seb et avec Anne-Laure qui ont travaillé sur. Ouais, j'ai vu les infographies passer, j'ai vu que Seb avait partagé ça. C'est ça. Et du coup, c'est avec Seb et Anne-Laure et puis les autres de l'équipe qu'on fait ça. Et du coup, voilà, c'est des petites infos qui sont utiles et qui sont pas souvent connues. Et je sais qu'il a beaucoup plu de les retours que j'ai eus. Donc voilà, vous pouvez suivre ça si ça vous intéresse. Bah, super. Merci Enguerrand de ton temps. Et puis, merci à toi, Rudy, d'être passé. Au jus. Merci à toi. Bonne fin de journée. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.